Bonjour à tous. Comment un simple journaliste, sans aucune formation technique, a-t-il réussi à bâtir une audience de près de 100 000 abonnés sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, je reçois Benoît Raphael, le créateur de la newsletter Génération IA. Il a 35 000 abonnés et 55 000 followers sur LinkedIn. Ce qui rend son parcours fascinant, ce n'est pas qu'il est un ingénieur, ce n'est pas un expert technique. Et pourtant, il est devenu une référence francophone de l'IA en adoptant une approche sans bullshit. Dans cette interview, Benoît va vous révéler comment traiter l'IA comme un logiciel classique est une erreur fatale pour votre entreprise. Il va vous expliquer sa technique révolutionnaire pour manager l'intelligence artificielle, un peu comme un collaborateur atypique. Et c'est une approche qui va bien au-delà du simple prompt engineering dont tout le monde vous parle. Vous découvrirez aussi pourquoi déployer l'IA comme on ferait du Microsoft Office peut vous coûter très cher. Comment éviter le shadow AI dans vos équipes et surtout les vrais enjeux géopolitiques qui peuvent transformer votre stratégie d'entreprise du jour au lendemain. Si vous voulez maîtriser l'IA sans vous laisser aveugler par les promesses marketing, eh bien cette interview est faite pour vous. Restez jusqu'au bout car Benoît partage ces techniques concrètes que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation. Je suis Marc Ingénia et je vous souhaite une très bonne écoute de cette interview. Donc je suis Benoît Raphael, je suis journaliste, entrepreneur aussi et fondateur de la newsletter Génération IA avec mon associé Thomas Maillet. Moi déjà j'ai démarré comme journaliste, ça c'est la première chose, donc je suis toujours intéressé à l'information. Or l'intelligence artificielle, dans l'intelligence il y a le mot intelligence qui en anglais d'ailleurs veut dire information, le traitement de l'information. Et puis quand j'étais ado, j'avais eu un ordinateur, je m'étais amusé à programmer, alors je ne sais plus programmer aujourd'hui mais je programmais en basique et j'avais essayé de faire une intelligence artificielle. Bon, forcément je n'avais aucune culture scientifique donc le résultat était un peu aléatoire on va dire, mais en tout cas j'avais déjà je pense dans ma tête cette fascination en tout cas pour cette question-là, une sorte de compagnon avec qui on pourrait interagir et qui nous ferait grandir quelque part. C'est un peu cette image que j'avais quand j'étais enfant. En fait, j'en suis venu à l'intelligence artificielle un peu par hasard et un peu par le biais des rencontres aussi, puisque moi, ne codant pas, n'étant pas un scientifique non plus, n'étant pas un expert de l'IA, je tiens toujours à dire que je ne suis pas un expert de l'IA, je suis un explorateur de l'IA. Mon associé, lui, est un expert, parce que lui, c'est ingénieur. En fait, j'ai travaillé beaucoup dans les médias, j'avais notamment monté un média qui s'appelait le Post.fr pour le groupe Le Monde, et on s'était rendu compte à l'époque, comme on avait branché ce média sur Internet, on récupérait des données. Et ces données devenaient très intéressantes pour savoir ce qui intéressait les gens, etc. Et on s'est dit, tiens, ce qu'on pourrait pas, c'est de traiter ces données. Donc j'avais commencé à réfléchir et j'avais rencontré à cette époque Jean Véronis, chercheur, scientifique bien connu, un des pionniers du traitement automatique des langues, comme on dit, et qui d'ailleurs travaillait avec Thomas Maillet, qui est mon associé, qui était son ingénieur, c'est lui qui codait les algorithmes. Alors je les connais bien en plus. Voilà, donc c'était et donc Thomas lui travaillait coder les algorithmes et Jean les pensait quelque part si j'ose dire, mais en fait tous les deux travaillaient en totale fusion. Et il y a eu une vraie relation d'amitié avec Jean Véronis, on échangeait beaucoup, on a eu beaucoup de soirées un peu arrosées où on échangeait, on philosophait sur ce qu'allaient être demain les algorithmes. On était en 2013 à cette époque-là, et on a monté une boîte ensemble qui ne faisait pas d'intelligence artificielle mais qui travaillait sur des algorithmes de prédiction et qui travaillait essentiellement pour les médias. On a levé des fonds, on a levé 500 000 € en 2013 et puis patatras, 6 mois après, Jean Véronis est mort dans un accident et donc ça nous a un peu bousculé évidemment, moi personnellement mais Thomas aussi d'un point de vue émotionnel parce que c'était devenu mon meilleur ami. Mais du coup on a continué à travailler avec Thomas et on a créé avec Thomas une amitié professionnelle, une amitié tout court assez exceptionnelle. Ça fait depuis 2013 qu'on travaille ensemble. On a eu beaucoup de revers évidemment, il a fallu se remonter. On a fait toutes les erreurs qu'ont fait les entrepreneurs, parce que moi je suis journaliste, Thomas ingénieur, donc vous voyez qu'on n'a pas du tout l'esprit entrepreneur. Donc le business c'est pas trop notre truc. On était surtout des passionnés et on en est venu en fait à créer Flint, qui est donc une entreprise qui elle faisait le tri de l'information, de la veille d'information, qui le fait toujours d'ailleurs. Et pour ça on est obligé d'utiliser des algorithmes prédictifs et donc le machine learning en 2017 pour pouvoir trier l'information. Et au moment donc, où Flint est sorti,
tout le monde parlait de l'intelligence artificielle et j'ai dit à Thomas, mais on ne fait pas de l'intelligence artificielle, nous. Il m'a dit, bah oui, si tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais oui, effectivement, c'est du machine learning et un peu de deep learning. Lui, il s'intéressait surtout en fait à l'utilité de ces technologies, mais pas forcément le nom marketing, quoi, parce que déjà c'était un mot marketing en fait à l'époque. Et on a lancé ça, donc en gros l'IA au service de l'information pendant pas mal d'années. Puis après est arrivé l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT. Et là, avec énormément de buzz, évidemment, c'était un peu un raz-de-marée, avec beaucoup de fake news, ou en tout cas de bullshit, comme on dit, pour en parler. Et on s'est dit que nous, comme on avait déjà une expérience, moi je parlais aux robots en quelque sorte depuis des années, puisqu'on entraînait ces algorithmes. Et Thomas, évidemment, lui, ayant une connaissance beaucoup plus technique du sujet, on s'est dit on a peut-être quelque chose à dire, à raconter, et de façon à aider notre audience à mieux comprendre, mais aussi mieux maîtriser. Parce que pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, ce raz-de-marée qui est en train d'arriver, il faut aussi l'utiliser, qu'on soit pour ou contre. Et là, on a créé Génération IA, qui est donc une newsletter qui parle d'intelligence artificielle de façon pédagogique. Moi, je dis souvent avec un esprit critique et pragmatique, et qui marche plutôt bien et qu'on a associé, parce que pour moi, le prolongement de l'information qu'on donne, c'est la formation. Pour moi, la formation, c'est une information améliorée plus quelque part. Et donc, on a lancé... Un peu plus structurée, peut-être un peu plus... on va dire cadencé avec un fil directeur. Oui, parce que quand on informe, et qu'on informe notamment sur des technologies qui sont nouvelles, en fait la formation c'est déjà amener beaucoup plus de connaissances. C'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent vraiment pratiquer. Donc je l'ai fait comme un journaliste, j'ai fait ma première formation, alors avec un matériel qui était un peu aléatoire, j'avais pas de matériel, j'étais à Bali en plus à l'époque, parce que j'ai décidé de partir à Bali un an avant. Donc j'ai piqué le micro d'un copain, mon ordinateur a pété à ce moment-là, donc du coup j'ai emprunté un vieux PC avec un clavier AZERTY, mais en Suisse, parce que mon colocataire était suisse, et du coup pour arriver à me mettre au niveau, à ma hauteur de mon visage, je mettais des sacs. Voilà, ça c'était ma première formation avec un son tout à fait pourri, mais qui a très bien marché, sans doute parce que la qualité au moins de fond était là. Et du coup après, comme ça a bien marché, je l'ai refaite, je me suis acheté du matériel un peu professionnel. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette newsletter, qui aujourd'hui, au moment où je te parle, elle a 35 000 abonnés. 35 000 abonnés. Voilà, et on a à peu près formé, avec ces formations en vidéo, en ligne, on a à peu près 1200 personnes qui ont acheté la formation. Oui, j'ai commencé par ChatGPT, ça s'appelait ChatGPT sans bullshit, donc ça annonçait tout de suite la couleur. On essaie d'avoir une approche toujours pareil, critique et pragmatique. On essaie d'abord de démystifier en fait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour essayer surtout de montrer comment ça fonctionne. Et je pense que l'IA, c'est comme un appareil photo. En fait, ils font un Polaroid par exemple, c'est très limité. Il faut apprendre à faire avec les limites de cet outil, plutôt que de dire que c'est génial. Et du coup, on peut faire de très bonnes photos avec un Polaroid, à condition de connaître ses limites et de savoir prendre des photos. Ça, c'est évidemment, il faut les deux. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a fait ça. Et puis après, je me suis intéressé à l'image. Puis comme je suis quelqu'un de très curieux, en fait, ce qui nous a poussé dans cette histoire, c'est la curiosité. Moi, ça m'a toujours passionné de voir ce qu'on pouvait faire avec tout ça. Je trouve que c'est un outil qui est quand même assez créatif. Ensuite, j'ai essayé d'apprendre à coder sans savoir coder. Je n'ai pas demandé d'aide à Thomas, qui lui s'est codé, donc du coup je voulais pas qu'il m'aide, je voulais vraiment me débrouiller tout seul comme un béotien quelque part, et de façon à pouvoir transmettre et mettre les gens à mon niveau en fait. Une personne qui ne sait pas coder, qui ne comprend rien, tous ces outils, comment elle se débrouille. Donc la formation elle est vraiment faite pour ces gens-là, évidemment les gens qui regardent cette formation et qui savent coder vont se marrer, mais l'idée c'était vraiment ça, c'est de mettre le pied à l'étrier, puis de montrer surtout que l'intelligence artificielle nous amène à apprendre des nouvelles compétences. Et que ce que je n'aurais jamais pu imaginer faire il y a un an, j'ai pu le faire là en quelques semaines. Et ça me permet de créer des applications en 1 heure ou 2. Alors ça ne marche pas tout le temps. Si l'application est trop complexe, l'IA ne marche pas très bien, surtout si on ne sait pas coder. Mais ça m'a permis de pouvoir simplement, tu as une idée, tu crées une application, c'est incroyable. Ça ouvre des portes, ça ouvre un nouveau monde en tout cas pour moi. On a fait une bataille littéraire. Alors déjà, ça a commencé il y a un an, c'est en juin 2023, où Thomas m'appelle, me dit « mais tu fais quoi en ce moment ?» Du coup, je suis en train d'écrire un roman et je me suis dit que je vais l'écrire en 7 jours. C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, c'était très difficile à l'époque, ça m'a pris beaucoup de temps.
Et j'en ai fait une formation derrière, ça m'a permis aussi d'explorer pas mal de territoires, de poser plein de questions, parce qu'il y a un vrai débat autour de ça. Et l'idée, c'est pas de dire que c'est génial, l'idée, c'est d'ouvrir un débat. Personne qui demande à l'IA d'écrire pour elle, est-ce qu'elle est encore un auteur? Est-ce qu'une littérature qui serait créée de façon synthétique par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est encore une littérature? Est-ce que l'art ou la qualité d'une histoire, elle est dans le regard de l'audience, du lecteur ou de la lectrice, ou est-ce qu'elle est au contraire dans le cœur ou l'âme, comme disent certains, de l'écrivain? Toutes ces questions restent posées, j'ai pas la réponse. Mais ça reste aussi pour les images, parce que ça aussi... Pour les images, c'est à peu près la même démarche. De toute façon, on est dans quelque chose de créatif. Et lorsque l'on crée une image, on pense à tort d'ailleurs que l'intelligence artificielle générative, elle fait une mosaïque de tout ce qu'elle a vu. Pareil, lorsqu'elle écrit, elle fait une mosaïque de tout ce qu'elle a lu. En fait, quand on regarde techniquement comment ça marche, ce n'est pas le cas. Elle lise beaucoup de textes, mais elle n'en garde pas d'éléments. Elle ne prend pas le document quand l'IA lit des milliers de textes, par exemple. Elle ne va pas les mettre dans un dossier et ensuite les ressortir au moment où on lui pose une question. Elle fait des connexions entre les mots, entre des concepts, entre des motifs, et puis après, elle va tenter de reconstruire sa connaissance pour pouvoir répondre à la question qu'on lui a posée en essayant de prédire la meilleure réponse. C'est à peu près la même chose, même si ce n'est pas la même technologie pour l'image. C'est un peu cette idée aussi, ce sont des connexions dans une sorte d'espace latent. Et donc dans cet espace-là mathématique, il y a énormément de chemins possibles. Donc effectivement, il y a quand même une marge qui est limitée. On est quand même dans un cadre fermé, qui est celui de toute la création littéraire ou toute la création, pas que littéraire, toute la création textuelle et toute la création d'images. Et c'est dans ce territoire-là qu'il faut arriver à guider l'IA pour qu'elle crée des choses qui soient intéressantes. C'est un petit peu ça. Donc on est toujours dans une relation d'ailleurs entre la machine et l'humain, et la créativité vient aussi de cette relation-là. Et l'humain n'est jamais en dehors de cette création, puisque c'est l'échange qui fait tout l'intérêt. Et une IA qui produirait à l'infini des textes, d'abord, ça ne serait pas forcément toujours de bonne qualité, puis du coup, ça devient moins intéressant. Enfin, en gros, ça pose plein de questions. Ce sont ces questions-là que... Moi, je suis journaliste à la base, donc l'idée, c'est d'interroger ce qu'on est en train de faire, d'avoir ce regard critique aussi. Et critique ne veut pas dire je critique les choses, ça veut dire qu'on a un esprit critique, ce qui n'est pas la même chose. On peut critiquer la technologie sans être technocritique. Donc c'est un peu ces territoires-là qu'on veut aborder. Oui, parce qu'en fait, au début, quand ChatGPT est sorti, c'était un outil un peu primaire. On apprenait aussi à l'utiliser. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi à la base. C'est un chatbot, et puis ensuite, on lui parle, et de temps en temps, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, il raconte des bêtises. Et on avait beaucoup de formateurs, d'ailleurs, j'en faisais partie, qui donnaient des trucs. Voilà, il faut lui parler comme ça, il faut dire agis comme un expert en marketing pour me faire une réponse marketing, etc., etc. Donc pas mal de petits trucs, et qui en fait au bout d'un moment devenaient de plus en plus inutiles, parce qu'en fait les machines s'améliorent, donc elles sont de plus en plus fluides dans leurs interactions, mais elles restent des machines. Et la machine, à la différence d'un humain, même si elle nous répond comme un humain, elle ne traite pas du tout l'information comme le fait un humain, donc elle est capable de faire des bêtises qu'un enfant de 2 ans ne serait pas capable de faire. Donc il faut quand même bien connaître cette machine, mais il faut apprendre à lui parler. Et finalement, on se rend compte aussi qu'à force de l'utiliser, cette machine, même si la science ne nous dit pas tout sur la façon dont elle réagit, on a encore des surprises quand on étudie cette boîte noire que sont les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle générative, de ChatGPT. On se rend compte qu'on développe une forme d'intuition. Et c'est un petit peu cette intuition qui se développe au fur et à mesure, qui fait qu'on a les bonnes alertes pour éviter qu'elle fasse des erreurs. On a la bonne façon de lui parler aussi, que j'essaie de théoriser dans une technique à la différence de ce qu'on appelle le prompt engineering, qui veut dire je construis la meilleure instruction que je vais ensuite pouvoir réutiliser pour différentes tâches. Là, je construis une conversation avec l'IA générative, et j'essaie de faire en sorte d'aller faire sortir le meilleur de l'IA. Parce que quand tu demandes quelque chose à l'IA, elle te répond en surface, c'est la première réponse possible. Quand tu apprends à interagir avec elle, tu es capable de lui faire sortir de sa connaissance, que je dis compressée, qui est à l'intérieur d'elle-même, de lui faire sortir des choses assez extraordinaires. Donc c'est vraiment cette technique-là qui est plus proche finalement du management, ça parlera aux décideurs, que de l'instruction à donner à un logiciel. Ce n'est pas un logiciel, c'est un collaborateur qui ne pense pas comme nous, donc c'est un collaborateur atypique. Donc il faut comprendre comment est-ce qu'il traite l'information, et il faut apprendre à converser avec lui, donc à le manager pour en faire sortir le meilleur.
Donc c'est vrai que les machines, enfin les modèles de langage en fait s'améliorent au fur et à mesure. Et je reprends mon analogie de l'appareil photo, qui est de dire que les appareils photo, tu as le mode automatique et le mode manuel. Donc quand tu es photographe, tu connais un petit peu ces idées-là. Et les appareils photo font des résultats qui sont de mieux en mieux maintenant aujourd'hui grâce à la technologie en mode automatique. Tu prends des super photos en mode automatique, surtout avec un iPhone par exemple. Mais si tu veux vraiment le piloter, avoir des meilleurs résultats, eh bien, il faut se passer en manuel. Et donc, quand tu discutes tout simplement avec tu demandes juste, tu as des prompts très simples, des instructions très simples avec ChatGPT, sa première réponse, c'est un peu comme s'il se mettait en mode automatique. Voilà. Si tu veux vraiment avoir des meilleurs résultats, il faut passer en manuel et pour ça, il faut mieux comprendre la machine, évidemment, et mieux comprendre aussi la meilleure manière de piloter un échange avec un collaborateur artificiel pour avoir les meilleures réponses. Alors c'est pas toujours open source, on parle maintenant de open weight, c'est-à-dire en fait les poids sont ouverts, donc on voit globalement comment a été entraîné le modèle, mais on n'a pas forcément le code complet. Ça garantit pas forcément la confidentialité parce que ça dépend où est-ce qu'on l'opère. Donc si c'est sur sa machine, effectivement, donc sur son propre serveur, ou son propre ordinateur, et bien effectivement là on garantit la confidentialité. Pour l'instant, le problème c'est qu'il faut des grosses machines pour faire tourner les modèles les plus puissants, donc c'est pas toujours forcément, puis c'est pas toujours accessible à tout le monde. Ce qui est particulièrement intéressant en revanche, c'est que ça, dans un monde comme dirait ChatGPT, où en fait là, il y a une concentration des pouvoirs autour de l'intelligence artificielle, et ça c'est jamais bon quand on sait effectivement la puissance que peuvent avoir ces outils et leur puissance disruptive, si j'ose dire. Le fait que ça puisse se démocratiser et que tout le monde puisse construire sur ce qu'a déjà créé les autres, je pense que c'est plutôt une chance. Ça va permettre de démocratiser beaucoup plus et de laisser leur chance à des entreprises, notamment françaises, qui n'ont pas la puissance d'OpenAI, de pouvoir créer des modèles en s'appuyant sur les briques qu'ont fabriqué les autres. Et ça, je trouve que c'est le chemin qu'a pris la Chine, parce que la Chine, en fait, on a un peu rien à foutre du logiciel. Eux, ce qu'ils vendent, c'est du matériel. Donc, ils ont plutôt intérêt à ce que tout le monde l'utilise et à déstabiliser notamment OpenAI en vendant quasiment gratuitement des modèles de langage qui sont au moins aussi puissants que ceux d'OpenAI. D'accord. Oui, et puis c'est vrai que tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais comme tout ce qui concerne aussi le dérèglement climatique, c'est devenu maintenant géopolitique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà on n'est plus dans le monde des startups en fait, où c'était celui qui avait le meilleur logiciel, le meilleur service en ligne et qui allait lever le plus d'argent. En fait, on n'est plus du tout dans ces problématiques-là, on est dans des vraies problématiques de souveraineté nationale. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où c'est quand même assez chaotique, on est pas mal bousculé par la politique de Donald Trump, eh bien les questions de souveraineté sont absolument essentielles pour plein de raisons. D'abord, lorsque l'on héberge une intelligence artificielle, un service sur un serveur américain, eh bien, le gouvernement américain peut décider d'aller récupérer vos données. Donc ça, c'est le premier risque. Deuxième chose, c'est que pour faire des IA, il faut des puces. Et pour faire tourner les puces, il n'y a que les Américains qui, pour l'instant, les ont, parce que c'est eux qui les dessinent. Ils ont pas mal d'accords et ils ont une liste d'États qui sont fiables, donc les alliés a priori, qui ont droit d'avoir accès à ces puces. Donc la France en fait partie, heureusement, on est content. La Suisse, non, donc ils râlent beaucoup. Israël, qui est pourtant un allié des États-Unis, ne fait pas partie des alliés. Évidemment, la Chine n'en a pas. Et donc, imaginez que demain, la France ne devienne plus un État allié de Donald Trump, ce qui est tout à fait envisageable quand on regarde l'actualité aujourd'hui. Mais en fait, hop, pouf, plus d'accès à l'IA, donc on ne peut plus rien faire. Mistral, c'est mort. Voilà. De la même manière, sur les serveurs aussi. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de construire les serveurs, on a besoin d'avoir des vrais leviers de négociation ou alors d'être capable de fabriquer des puces en Europe. Donc en gros l'Europe qui se trouve entre la Chine et les États-Unis, qui peut-être d'ailleurs demain va créer une forme de vraie rupture technologique avec des plateformes et des techniques différentes, va devoir trouver sa place. Donc, et là pour le coup, le président Macron, qu'on le critique ou pas, là a bien compris cette question-là, puisqu'il a vraiment il a compris le problème en tout cas, que c'était une question de souveraineté, d'où les investissements massifs qui vont avoir lieu en France et en Europe pour tenter de rattraper le retard sur les États-Unis. Sachant que les investissements, c'est quand même des capitaux étrangers pour la plupart, donc c'est une demi-mesure, je dirais. Oui, capitaux privés, avec d'ailleurs en partie des capitaux qui viennent des Émirats arabes unis, donc c'est pas inintéressant de voir comment ces nations qui sont bâties sur le pétrole se rendent compte que l'or noir c'est fini,
gris, et maintenant vient l'or, je ne sais pas comment on l'appelle, l'or gris, l'or argent. Et du coup, ils ont une vraie stratégie maintenant aujourd'hui pour des questions de souveraineté, d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Donc tout ça, on est sur des plaques tectoniques, quelque part. C'est pour ça que c'est important de comprendre, parce que derrière, il y a des vrais risques. Et derrière ces risques géopolitiques, il y a aussi des risques militaires. Pour l'instant, la seule entreprise qui réussit à sortir du lot en Europe, c'est Mistral, qui a d'ailleurs bien compris ces enjeux de souveraineté, qui joue complètement la carte d'ailleurs de la France et de l'Europe, puisque ça va lui permettre d'avoir un centre de données dédié, si j'ose dire, en France. Donc la France a toujours attiré les startups depuis quelques années. Et donc oui, donc pour l'instant, c'est Paris, l'Allemagne aussi, mais aussi l'Angleterre, même si elle ne fait plus vraiment partie de l'Europe. Alors, j'ai pas de données par rapport à ça, donc je ne pourrais pas vraiment répondre. Il y a des startups en région, il y aura toujours notamment il y a une application qui s'appelle Dict, qui elle vient de Franche-Comté, donc on voit qu'il y a des talents. Sur les questions de souveraineté, malheureusement ça ne se passe pas au niveau des régions, ça se passe au niveau de l'Europe aujourd'hui, et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut investir. Et je dis, c'est pas une logique de start-up, on aura toujours des gens qui créeront des start-up et c'est bien, mais on n'est plus dans la même logique, c'est que OpenAI est devenu le concurrent de toutes les start-up du monde en fait, parce que en fait à chaque fois qu'on lance un service, ChatGPT va pouvoir le faire. Donc c'est d'abord les enjeux de souveraineté. Et puis ensuite, on ne sait pas trop ce qui va se passer en fait quelque part, qui sera vraiment concurrencé, qui va s'effondrer, qui va pouvoir remonter très très vite. On est vraiment là dans un monde. On ne sait pas trop ce que la technologie nous attend parce que l'IA est tellement disruptive qu'on est vraiment un peu tous comme ça à observer ce qui est en train de se passer sans trop savoir comment ça va se passer. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est pas un logiciel. Donc c'est une erreur de le considérer comme un logiciel, donc c'est pas une affaire de DSI. Si j'ose dire. Même si les DSI doivent vraiment s'intéresser aux questions de sécurité, ça c'est clair, ça c'est vraiment c'est la seule partie technique qui est importante. Ensuite, quand vous faites venir ChatGPT dans votre entreprise, c'est comme si vous aviez 1000 stagiaires qui débarquaient comme ça dans votre boîte, avec donc, tous les risques qui peuvent être évidemment liés aux stagiaires, parce qu'ils font des erreurs, ils sont sûrs d'avoir raison, et ils ont parfois des troubles d'attention, et ils sont atypiques en termes de profil, si j'ose, cet anthropomorphisme quelque part. Donc c'est d'abord une question de RH en fait, c'est comment est-ce qu'on l'aborde, et là il faut vraiment travailler sur la formation clairement pour apprendre à démystifier ces outils, à comprendre aussi les erreurs qu'ils font de façon à mieux les maîtriser et les maîtriser mieux et en tirer aussi les avantages. Autre chose aussi, je pense que par rapport à ces entreprises, il faut faire attention à ne pas déployer ChatGPT comme on déploie un logiciel ou déployer une solution d'un chat GPT-like qui serait en interne, d'investir des millions dedans parce que ça évolue tellement vite. Une fois que vous avez terminé votre super outil open source qui vous a coûté 100 000 €, voire plus, eh bien ChatGPT sort un truc qui est beaucoup plus puissant. Donc il faut faire un peu attention, et notamment sur tout ce qui va être automation, donc automatisation des tâches. Ce qu'on appelle les assistants ou les agents IA, ça dépend de ce qu'ils font. Faire toujours très très attention, parce que d'abord faire attention à garder l'humain dans la boucle, parce que encore une fois ils ne pensent pas comme nous, on n'a pas les mêmes réflexes, ils peuvent se tromper. Et vous pouvez dire oui mais c'est pas grave, ils se trompent à 1%, ou se trompent à 10%. Oui, sauf qu'en fait si vous avez 100 opérations à la suite qui s'enchaînent, automatisées sans aucun point de contrôle, s'ils se trompent même de 1%, au bout de la chaîne, ils se trompent à 100%, donc vous avez une réponse aléatoire. Donc il y a vraiment faire très attention, plutôt se mettre en mode prototype, regarder, déployer ensuite. On est vraiment dans un moment où il faut s'en emparer clairement, qu'on soit pour ou contre, il faut s'en emparer, faire en sorte que les équipes s'en emparent, éviter le shadow AI, c'est-à-dire les gens qui l'utilisent sans le dire à leur patron parce que ils ont peur qu'on les critique ou qu'éventuellement on estime qu'ils sont pas vraiment travaillés, ils ont laissé faire l'IA. Mais en même temps, vraiment faire attention à ne pas déployer ça comme on déploie un logiciel Microsoft. Ça n'a rien à voir avec un logiciel, c'est beaucoup plus erratique. Bien sûr, on fera, parce qu'il y a beaucoup de formations, mais qui apprennent surtout, ce qu'on essaie de faire dans les formations, c'est de faire en sorte que vous appreniez vraiment les bases. Donc c'est très pragmatique, clairement, parce que ça permet d'apprendre. Et en même temps, c'est vraiment une formation de fond sur des petites vidéos très courtes, de 5 minutes, mais il y en a plusieurs. On aborde tous les sujets et qui font que lorsque vous allez
apprendre avec cette formation, ça vous aidera pour les 5 prochaines années, parce que vous allez apprendre une façon de faire, en fait. Vous allez comprendre la machine. C'est les fondements de l'utilisation de... Oui, parce que les machines vont évoluer, mais en revanche, ça reste du management. Et dans le management, que ce soit avec une machine ou avec un humain, il faut comprendre comment les gens fonctionnent et il faut apprendre à les interagir avec elles. Donc ça ne changera jamais. Donc là, ça donne des bases qui, de toute façon, vous serviront même si les machines évoluent d'ici 1 an ou 2. Et donc, on fera un petit lien de promotion que tu pourras mettre sous ta vidéo YouTube pour les abonnés à ta chaîne, bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'inspirent? Je pense que déjà les entrepreneurs qui ont créé Mistral ont quand même fait un coup intéressant. Donc ils y sont allés très très vite. Ils ont réussi quand même à prouver qu'ils pouvaient impressionner le marché en étant avec moins d'argent et plus intelligent. Donc ça, je trouve que déjà Mistral est un bon exemple, même si c'est pas parfait, que c'est pas le meilleur chatbot du moment. Et je trouve que Yann Lequin, qui est un des scientifiques, qui est un des parrains de l'intelligence artificielle et qui est français, permet aussi d'avoir une approche plus mesurée, assez critique aussi, très pédagogique. Et je pense qu'il nous aide aussi à avoir cet esprit critique dont on a besoin en France pour aborder cette question-là. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère que les insights de Benoît Raphael vous ont donné une vision plus claire et plus pragmatique de l'intelligence artificielle pour votre entreprise. Si cette approche sans bullshit de l'IA vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne Marc Ingénia. Chaque semaine, je propose des vidéos et des interviews d'experts qui vont vous donner les clés pour tirer le maximum de l'IA dans votre business et bien sûr en toute confidentialité et sécurité. D'ailleurs, j'ai d'autres interviews passionnantes qui arrivent bientôt avec des entrepreneurs, des dirigeants et cela va transformer votre entreprise grâce à l'IA. Alors, activez la cloche, abonnez-vous pour ne rien rater. Et bien sûr, laissez-moi un commentaire, dites-moi qui serait selon vous la personne francophone la plus influente ou la plus intéressante dans le domaine de l'IA et que vous aimeriez bien voir dans une prochaine interview. Vos suggestions vont m'aider à bien choisir les prochains invités. À très bientôt dans une prochaine vidéo.